Pour une demi-heure. Voilà, vous avez donc pu suivre le vote sur la réforme de l'asile, un texte que le Sénat vient tout juste d'adopter. Les sénateurs se penchent maintenant sur la loi NOTRe. Ce projet de loi est le troisième volet de la réforme des territoires. Le point de divergence important, c'est le niveau démographique des intercommunalités. L'Assemblée nationale a rétabli en première lecture le seuil de 20 000 habitants proposé par le gouvernement, mais le Sénat, en commission des lois, l'a abaissé à 5 000 habitants. Je vous propose donc tout de suite d'écouter la discussion générale sur la loi NOTRe. Madame la ministre, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi modifié par l'Assemblée nationale portant nouvelle organisation territoriale de la République. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Vous avez la parole, Madame la ministre. Bien, merci Monsieur le Président de la Commission des lois qui est juste à côté, Monsieur le Président de la délégation sénatoriale aux collectivités locales, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les rapporteurs pour avis, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Nous entamons cet après-midi un débat important pour la vie de nos concitoyens avec la nouvelle organisation territoriale de la République. Je l'ai dit déjà au sein de cet hémicycle, il s'agit de répondre aux injonctions contradictoires des citoyens, à ces demandes paradoxales que le Président de la République a évoquées il y a une semaine dans l'ordre de son discours à Carcassonne, moins de dépenses publiques, mais davantage d'action publique et de services publics. Ce qu'attendent aujourd'hui les Français, ce sont des services publics efficaces qui les accompagnent tous et à tous les âges de la vie, des services publics efficaces aux côtés de tous les acteurs de notre économie, TPE émergentes comme coopératives agricoles anciennes, ou entreprises momentanément en difficulté. Des services publics efficaces qui permettent toutes les créativités, toutes les solidarités et tous les progrès communs. Pour répondre à ces attentes, nous le disons souvent, la puissance publique a besoin des collectivités territoriales, car aucune des politiques publiques de l'État ne s'exerce sans leur intervention, car ce sont nos collectivités qui portent l'organisation des territoires et la vie quotidienne des Français, bien sûr, en cette période difficile. Toute action de l'État et des collectivités s'inscrit dans une trajectoire budgétaire contrainte dont, sans doute, vous ne manquerez pas de parler au cours de nos débats. Mais très majoritairement, malgré les efforts que cela nous impose et que cela impose à nos concitoyens, je constate que nous nous accordons pour réduire la dette de notre pays. Pas pour répondre aux sommations de Bruxelles, mais pour éviter d'avoir à faire un choix impossible entre les quelques déjà 44 milliards de remboursement de la dette de l'État et nos engagements sur l'avenir. Cela concerne les collectivités, vous le savez, cela concerne nos discussions à venir. Car les collectivités ne peuvent plus, dans ce contexte, demander des compétences générales fortes et dire leurs difficultés à faire face à leurs dépenses obligatoires. Ensemble, nous allons essayer, à partir de cet après-midi, de répondre à cette double injonction en nous écoutant, en avançant sur des constats partagés et en construisant des réponses équilibrées. J'ai bon espoir, c'est ma nature, que nous y parviendrons, même si, je dois le dire, certains signes, certaines déclarations un peu difficiles pourraient parfois me faire douter. Nous devons trouver un accord et nous n'en sommes pas tellement éloignés, je crois. Ces réponses équilibrées, le gouvernement y a déjà contribué au cours de la première lecture de ce projet de loi et il a souhaité, pour ce faire, vous écouter. Ainsi, concernant les régions, dont vous nous avez dit vous-même qu'il était primordial de renforcer leur rôle, je vous cite M. Delebarre, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont donné suite à plusieurs de vos propositions. C'est le cas notamment pour les politiques d'accompagnement à l'emploi et dans ce domaine, nous savons tous ici les difficultés résultant de la fusion ANPE-ACDIC qui confie à Pôle emploi, sans distinction des personnels, la gestion des indemnisations décidées paritairement au niveau national et l'accompagnement de ceux qui veulent trouver un emploi, se former ou se reconvertir. Et nous savons tous que ces difficultés empêchent aujourd'hui le débat sur une éventuelle régionalisation de l'accompagnement vers l'emploi des demandeurs d'emploi. Néanmoins, à la suite de nos discussions, nous avons souhaité confier aux régions davantage de responsabilités en la matière et nous avons souhaité qu'elles puissent disposer de moyens supplémentaires lorsqu'elles présentent un projet ambitieux pour mettre en cohérence cette politique. Concernant les départements ensuite,
J'ai suivi vos débats en commission des lois. Je ne crois pas me tromper donc, Monsieur Hyest, en disant que vous êtes satisfait, en partie, de ce qui a été fait. Vous avez souligné alors que, comme vous le souhaitiez, des compétences auxquelles les départements tiennent beaucoup, notamment les collèges et les routes, ont pu être maintenues à cet échelon. Mais j'ai noté aussi que vous partagiez l'idée de péréquation et de stratégie se déployant à des échelles plus larges. Afin de pouvoir accompagner la montée en puissance du bloc communal, l'échelon départemental se voit également confirmé en matière d'ingénierie et de solidarité territoriale. Cette compétence que nous créons est très fortement attendue et, je pense, elle est de nature à rassurer les communes rurales ainsi que les communes disposant de faibles ressources. Le rôle que jouent aujourd'hui certains départements en milieu rural, Monsieur Colcombat, a été reconnu par vos collègues de l'Assemblée. Et c'est le cas, par exemple, pour le soutien à certaines filières agricoles importantes et locales. Concernant les établissements publics de coopération intercommunale, je sais que vous estimez que nous n'avons pas encore assez fait. Je sais que certains d'entre vous, ici, estiment que nous ne leur donnons pas assez de temps, pas assez de souplesse pour leur rationalisation et leur montée en compétences. Je trouve pour ma part que beaucoup a été fait justement par le gouvernement et par les députés afin de dessiner avec vous ce que j'espère être un bon compromis. Parce que, comme vous le souhaitiez, Monsieur Bas, nous avons fait en sorte de ne pas déstabiliser les intercommunalités récemment fusionnées. Et comme le demandait votre Haute Assemblée, de nombreuses nouvelles adaptations ont été introduites. Alors oui, j'entends comme vous la crainte exprimée par les maires sur la disparition des communes. 26 000 d'entre elles ont moins de 1 000 habitants. Même si on me disait ce midi que c'est peut-être un peu moins de 25 000. Mais je constate aussi, et nous devons avoir le courage de le dire sur ces bancs, que le véritable risque pour ces communes est de ne pas pouvoir répondre aux demandes de leurs habitants. Ces derniers aspirent à des services publics qui sont souvent lourds à porter pour les plus petites collectivités. Je pense par exemple à la prise en compte de la petite enfance. Et je sais également le besoin de solidarité, le besoin de coopération qui ne pourra s'exercer qu'à l'échelle de l'intercommunalité, ayons là aussi sans doute le courage de le dire. L'ennemi de la commune, ce n'est pas la loi NOTRe, c'est la diminution du nombre d'élus qui souhaitent s'engager souvent bénévolement, et je ne saluerai jamais assez ici ceux qui ont permis une amélioration si longtemps attendue du statut de l'élu. L'ennemi, c'est la difficulté à mettre en place des services suffisants attendus par les habitants. Il n'est pas possible, devant les constats que je viens de dresser, de remettre encore et toujours à plus tard des avancées indispensables à la qualité des services publics et à la mutualisation. D'ailleurs, plus je me déplace sur les territoires de France, plus j'en suis persuadée. Le Sénat lui-même est parfois en avance sur ces sujets de mutualisation, notamment pour les centres intercommunaux d'action sociale. Ce n'est pas à vous que je le dirai, que je l'apprendrai, Madame Gourault. Sur les métropoles, enfin, autre sujet dont nous avons longuement débattu, l'Assemblée nationale a voté de manière conforme pour l'essentiel les articles portant sur Aix-Marseille-Provence. Et elle a accepté les grandes lignes du compromis trouvé entre le Sénat et le gouvernement sur la métropole du Grand Paris. Les choses évoluent donc et nous avons déjà fait des avancées importantes vers ces solutions partagées que j'évoquais précédemment. Je ne parle pas de la métropole de Lyon pour qui nous aurons quelques amendements pour peaufiner le sujet. Il nous faut maintenant continuer pour atteindre nos ambitions communes, améliorer le quotidien des citoyens en réduisant les inégalités entre les territoires et en renouant avec la solidarité, aider nos territoires en remettant la coopération au cœur de notre action publique, redresser la France en prenant en compte l'ensemble des territoires qui la composent. Ce redressement, chaque territoire peut et chaque territoire doit y participer. Car comme vous le savez, même si elles sont indispensables à notre pays, nous ne pouvons nous satisfaire des métropoles uniquement pour tirer la croissance, n'est-ce pas Gérard Collomb? Elles le feront, elles le font, mais elles ne peuvent le faire sans les autres territoires, sous peine de produire des disparités trop fortes, génératrices d'un grand manque à gagner collectif, vous l'avez réaffirmé. Ces disparités trop fortes existent déjà aujourd'hui entre nos territoires, et elles sont loin de ne concerner que le milieu rural, qui lui-même n'est en rien homogène. La seule étude des dotations aux collectivités nous montre sur ce sujet deux choses, que nous avons inscrit les injustices dans l'histoire des dotations et que l'hyper-richesse continue de côtoyer l'hyper-pauvreté sans que la régulation ne vienne à y remédier. Or, cette régulation doit naître aussi de notre organisation territoriale et de l'organisation de nos finances locales. Permettez-moi à ce titre
de saluer la mémoire de Jean Germain, qui nous a laissé un remarquable tableau de bord pour réussir cette réforme, et nous le lui devons, mais nous le devons aussi à nos collectivités. Pour réussir, justement, je vous propose de tracer avec ce texte une voie vers un développement plus équilibré, plus durable, mieux réparti entre les territoires et les citoyens, que ce soit pour la préservation de notre indépendance énergétique, celle de notre indépendance alimentaire ou bien la créativité et l'emploi. Une voie vers des services publics présents partout où ils sont nécessaires, mieux adaptés à la réalité quotidienne des usagers et davantage individualisés, pour l'accès de tous à la culture, aux loisirs, à l'éducation, au logement et pour l'émancipation de chacun. Une voie vers une démocratie locale vivace car transparente, ouverte au débat et acceptant la contradiction. Pour refaire société, pour vivre ensemble, pour que chaque citoyen se sente partie prenante de notre République, de la construction de son avenir et de celui de son pays. Une voie vers une République qui reconnaît sa diversité pour mieux se rassembler. Tracer cette voie, ce n'est pas facile. Mais nous sommes ici dans une haute assemblée qui aime le courage, qui rejette l'immobilisme. C'est pourquoi nous pouvons y parvenir. Pour ce faire, il nous faut prolonger la clarification des compétences. Vous l'avez dit, Monsieur Van Dierendonck, c'est bien le sens du texte que je vous propose. Et c'est le sens du transfert de compétences portuaires à l'échelon régional que le gouvernement souhaite défendre à nouveau devant vous, et ce ne sera pas facile, je le sais. Il nous faut dire clairement qui fait quoi. C'est le cas notamment aussi en matière de tourisme, un domaine dans lequel la France a, vous le savez, un potentiel immense, mais dans lequel, il faut l'avouer, elle peut encore faire des progrès. En la matière, le gouvernement vous propose de mettre fin à la schématologie. Je pense que le Sénat, fort justement, peu friand de la multiplication des normes, devrait applaudir des deux mains. Il nous faut donner aux régions les moyens de leur action, même s'il faut arrêter de se comparer aux Länder allemands qui gèrent, entre autres, l'éducation dans son ensemble et qui ont une absence totale d'autonomie fiscale. Il nous faut donc favoriser l'adaptation de notre organisation territoriale à la diversité des territoires, surtout lorsque les acteurs locaux nous en montrent le chemin. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Corse, avec la collectivité unique, fruit d'un long travail de concertation entre le gouvernement et l'ensemble des élus corses que nous respectons bien évidemment ici. Le débat sur ce sujet a été transpartisan. Les élus, de droite comme de gauche, ont souhaité cette collectivité unique et l'Assemblée de Corse l'a approuvée à une très large majorité, plus de 80% des voix, un score dont on rêve souvent dans beaucoup de collectivités. Ce vote ayant eu lieu le 12 décembre 2014, nous n'avons matériellement pas pu disposer du temps nécessaire au débat lors de la première lecture du projet de loi. Vous le regrettez, nous le regrettons. C'est ce qui explique que les dispositions portant sur la collectivité unique de Corse aient été introduites à l'Assemblée, pas autre chose. Nous avons maintenant l'occasion d'en discuter. Gardons pour ce faire bien en tête qu'il s'agit d'une démarche républicaine et d'une démarche concertée. Et nous devons nous souvenir que c'est le choix des élus corses de voir le travail sur la collectivité unique se poursuivre dans le cadre législatif avec le projet de loi NOTRe. Ils nous l'ont confirmé le 13 avril dernier lorsque nous les avons reçus avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Parce que l'organisation d'un référendum reporterait trop loin cette réalisation, parce que, républicains et attachés à la démocratie participative, les élus sont les représentants de leur territoire. Pour réussir, il nous faut aussi construire de véritables espaces de solidarité, que ce soit dans notre région capitale, qui devrait montrer l'exemple et entraîner la France, dans l'ensemble de nos grandes villes, dont les villes moyennes et les bourgs-centres, ou encore dans les milieux ruraux. Cette question de la coopération intercommunale est fondamentale pour l'avenir de notre pays et de nos territoires. Je l'ai dit déjà, mais je veux le redire encore une fois, car j'entends beaucoup trop à ce sujet de discours qui sont, j'ose le dire, parfois infondés, qui visent à alimenter des peurs et même la détresse dans certains territoires. Et j'ai le sentiment, malheureusement, que les slogans circulent bien mieux que la recherche de solutions responsables et efficaces. Mesdames et Messieurs les sénateurs, faut-il que je le dise et que je redise à chacune de mes interventions devant le Parlement? Ce projet de loi reconnaît et consacre la commune comme échelon de base de notre organisation territoriale. Ce projet de loi n'entérine pas, contrairement, la preuve, à ce que j'ai pu entendre au Sénat ou ailleurs, la fin programmée de nos communes. La coopération intercommunale, ce n'est pas la mort de la commune. Au contraire, la coopération intercommunale libère
La coopération intercommunale libère les plus petites communes de leur carcan, de leur suggestion vis-à-vis de divers financeurs qui ne leur donnent pas voix au chapitre. Elle leur permet de mieux répondre aux missions qui sont attendues d'elles par nos concitoyens. Et je pense que dire le contraire est parfois facile. L'intercommunalité, c'est un moyen pour étendre des services qui jusque-là ne bénéficiaient qu'aux habitants des communes centres ou encore des communes riches, fussent-elles en milieu rural. C'est ce que j'ai dit aux maires des petites communes qui ont manifesté le 18 avril dernier et à la rencontre desquels je suis allée. C'est ce que je leur redirai à l'occasion du débat que je souhaite organiser très rapidement avec les maires ruraux, ces maires qui sont le relais principal de millions d'habitants vivant hors de nos villes. Les difficultés de ces maires, je les connais et je comprends leurs inquiétudes. Mais c'est précisément pour eux qu'il nous faut réussir cette nouvelle étape de la construction intercommunale. Car ce sont eux et leurs communes qui ont le plus besoin de grandes intercommunalités. Vous en avez dressé un très juste contrat, Monsieur Bertrand, dans votre rapport consacré à l'hyper-ruralité, rapport qui fera date. Alors oui, c'est un pas substantiel que je vous propose et que nous pouvons franchir avec ce texte, mais c'est un pas nécessaire. Pour ne pas voir nos territoires se déliter, pour que nos concitoyens cessent de voir les services publics s'éloigner d'eux, pour que les territoires puissent enfin faire ensemble, au lieu de s'enfermer dans des concurrences stériles qui les desservent. Nous savons tous le danger des concurrences, les dangers des intercommunalités de défense, qui assèchent en grande partie le développement de territoires, qui sont pourtant les bassins de vie de nos concitoyens. C'est donc un pas nécessaire. Car le statu quo actuel ne peut plus perdurer, c'est ce que nous disent tous les élus. La situation aujourd'hui n'est pas bonne et le sentiment d'abandon est réel. Nous le savons. Et la loi n'est pas votée, que je sache. Donc ce constat est lourd, ce constat est inquiétant pour nous qui espérons redresser tous les territoires de France. Nous ne pouvons donc en rester au diagnostic. Ce ne serait pas responsable. Le gouvernement a proposé un panel de solutions, mais rien ne se fera sans coopération. Donc oui, c'est un pas substantiel que je vous demande aussi à vous de faire. Mais je vous l'ai dit, chacun doit faire des pas. Si nous souhaitons pouvoir nous rencontrer et dessiner des réponses équilibrées. Mesdames et Messieurs les sénateurs, la nouvelle organisation territoriale de la République repose sur des principes simples, cohérence, clarté, courage, coopération. Avec ce texte, nous voulons rapprocher le citoyen des services publics dont il a besoin. Et pour cela, nous comptons sur les intercommunalités. Nous voulons rapprocher les demandeurs d'emploi des entreprises, aider les entreprises à tout moment de leur existence. Pour cela, nous comptons sur les régions. Nous souhaitons faire émerger des territoires moteurs du développement international de la France et dessiner les technologies de demain. Pour cela, nous comptons sur les métropoles. Nous souhaitons garantir la proximité et pour cela, nous ferons en sorte que la commune reste le socle de base de notre organisation territoriale. Ce que je vous propose, c'est de faire vôtre les principes présentés par ce texte, de renoncer ensemble, ici comme à l'extérieur de votre Haute Assemblée, aux formules, parfois aux mots d'ordre, aux lieux communs. Et c'est, je crois, la force du Sénat, pour construire les véritables conditions de notre dialogue. Alors ayons le courage collectivement de trouver de bons compromis là où nous savons qu'ils sont nécessaires. Et sachons surmonter nos peurs, nos égoïsmes, nos tentations de repli, bien humaines, certes, mais sans vent stérile, pour que nos citoyens et l'ensemble de nos territoires puissent également le faire, pour refonder l'envie de faire ensemble de nos élus locaux et pour refonder l'envie de faire société ensemble avec nos élus locaux et nos concitoyens. Ces derniers sont trop nombreux à ne plus voter et donc à ne plus croire au progrès, ni pour eux-mêmes, ni pour le territoire auquel ils s'identifient, et c'est sans doute le signe le plus grave. Pour retrouver la fierté commune et réciproque des territoires de France, ces territoires qui, ensemble, font notre République. Nous sommes ici, au sein de cet hémicycle, des républicains convaincus que la décentralisation fonde l'organisation territoriale de notre République. Et nous sommes tous convaincus que nous avons par conséquent
des responsabilités à assumer. Faire en sorte que les valeurs de notre République soient au cœur de notre organisation territoriale. Souder une société française souvent décontenancée par les enjeux lourds du XXIe siècle. Redonner confiance au trop grand nombre de nos concitoyens pour qui ce siècle a trop mal commencé. À nous donc de donner sa chance à un bel espoir qui soit à la fois partagé et réaliste. Et je vous remercie de votre enthousiasme largement exprimé depuis quelques minutes. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur, s'il vous plaît, la parole est à Monsieur René Vandierendonck, co-rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le co-rapporteur, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, comme le disait le Premier ministre le mardi 28 octobre, la deuxième lecture du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République offre aujourd'hui au Sénat la possibilité de jouer pleinement son rôle de législateur. Comme cela a été le cas sur les autres textes ayant trait à la réforme territoriale que le Parlement a examiné ces dernières années, le texte présenté par le gouvernement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est considérablement enrichi au fil de la navette. Initialement composé de 37 articles, il en comporte à ce jour 166, dont 62 résultant des travaux du Sénat, 65 des délibérations de l'Assemblée nationale. Globalement, au terme de la première lecture, le texte qui nous revient de l'Assemblée a été amélioré tout en respectant le travail et les apports du Sénat en première lecture, ce qui ne rend pas impossible une convergence, tout au moins sur un grand nombre de dispositions, notamment la suppression de la clause de compétence générale des régions et des départements, le renforcement de la compétence stratégique des régions en matière de développement économique, la création de 2 schémas régionaux stratégiques en matière d'économie et d'aménagement du territoire, ou encore le maintien au département de la gestion des collèges et des routes. Mais des divergences subsistent et importantes avec l'Assemblée nationale, car nos collègues de l'Assemblée ont intégré des dispositions qui avaient été précédemment rejetées par la Haute Assemblée dans le cadre de l'examen d'autres projets de loi, et je souhaite bien sûr revenir sur 3 d'entre elles. Le Haut Conseil des territoires. Le 19 décembre 2014, lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, j'avais achevé mon intervention en tant que rapporteur du texte sur la question du Haut Conseil des territoires. La création de ce nouvel organe consultatif avait alors été ajoutée à l'Assemblée en réponse à une attente d'ailleurs exprimée par certains élus locaux et associations d'élus d'avoir une instance de dialogue entre l'État et les collectivités. Puis, à l'aune des échanges entre députés et sénateurs, la commission mixte paritaire s'était finalement ralliée à la position du Sénat et avait supprimé cette disposition du projet de loi. Eh bien, les 2 arguments de l'époque sont toujours recevables aujourd'hui. D'une part, cette instance ne doit pas se substituer au rôle constitutionnel du Sénat qui assure la représentation des collectivités territoriales de la République conformément à l'article 24 de la Constitution. Et d'autre part, la création d'une telle instance de concertation ne nécessite pas le recours à une loi. À ma grande surprise, l'Assemblée nationale a réintroduit le Haut Conseil des territoires. Cet article 1er bis a été adopté, il faut le souligner, a été adopté par voie contre l'avis du gouvernement et d'autant plus que le gouvernement avait mis en place une instance de dialogue national des territoires. Notre commission a donc supprimé
cet article 1 bis. L'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires de l'ensemble des EPCI à fiscalité propre. Alors, l'article 22 octi élargit à l'ensemble des EPCI à fiscalité propre, donc, le principe de la fixation par la loi avant le 1er janvier 2017 de modalités particulières pour l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires. Ce nouvel article généralise à l'ensemble des intercommunalités l'objet de l'article 54 de la loi MAPTAM, qui, sans même poser la question constitutionnelle, limitait cette novation au Conseil des métropoles, en l'assortissant d'ailleurs d'un rapport préalable du gouvernement au Parlement pour éclairer le législateur. Comme nous le disions au moment de la discussion de la loi MAPTAM, il faut le rappeler avec force, le Sénat est favorable au suffrage universel direct communal et hostile à la supracommunalité. Les conditions du transfert de la compétence du plan local d'urbanisme aux intercommunalités. L'Assemblée nationale est revenue sur une disposition qui avait fait l'objet d'un consensus Sénat-Assemblée lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ALUR à l'initiative de M. Claude Berry-Debat. Là aussi, nous avions, dans le débat ALUR, expliqué qu'il ne s'agissait pas d'être timoré, il s'agissait d'envoyer un signal fort aux communes en leur donnant, à travers cette minorité de blocage, l'assurance qu'on chercherait l'accord et non la contrainte. Donc, excepté ces 3 marqueurs idéologiques inutiles, il me semble que les 2 chambres peuvent trouver des points de consensus sur des thématiques majeures apportées par le texte visant une répartition équilibrée des compétences entre régions, départements et blocs communal, dans la logique du projet de loi qui est bien la clarification des compétences entre les échelons territoriaux. Le maintien d'un certain nombre de compétences de proximité des départements, l'intégration dans la loi d'une véritable compétence du département en matière de solidarité territoriale et humaine. Le Premier ministre, ici même, nous avait annoncé, avait rappelé que pour assurer les solidarités sociales et territoriales entre les grandes régions stratèges et le couple commune-intercommunalité, le rôle des départements serait important. Je donne acte au gouvernement de la clarification de l'intervention des départements dans ce domaine, grâce à l'inscription d'une compétence en matière de solidarité territoriale et humaine à l'article 24 du projet de loi. Se félicitant de la philosophie globale de cet article, votre commission des lois a précisé les missions de solidarité territoriale du département et, sur proposition de Jean-Jacques Hyest, a rétabli la voirie dans les compétences pour lesquelles il pourrait apporter une ingénierie aux communes et aux groupements qui le souhaiteraient. Réaffirmant ainsi sa position de première lecture, notre commission des lois a également adopté sans modification le schéma d'amélioration de l'accessibilité des services publics et a adopté avec modification les maisons de services au public. Sur les compétences de proximité du département, là également, la commission des lois salue le dialogue fructueux qui a abouti au maintien en première lecture au Sénat comme à l'Assemblée, avec le soutien du gouvernement. Des compétences collège, article 12, voirie, article 9. Sur la compétence voirie, nous avons tenu à l'article 9, c'est-à-dire à l'amendement qui prévoit que les régions pourront participer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés comme tels dans le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. La Commission a ainsi adopté ces 2 articles sous réserve de modifications rédactionnelles. Il nous reste, et on y reviendra abondamment, à souligner qu'il y a sur la compétence de proximité en matière de transport, non pas transport interurbain, mais transport scolaire et transport à la demande. Il subsiste
pour la commission des lois, une divergence d'appréciation que le débat doit permettre d'éclairer. Et la commission a également supprimé ce matin l'article 8 ter qui propose l'évolution des périmètres de transport urbain dans l'attente d'éléments complémentaires du gouvernement qui seront certainement présentés dans nos débats. Clarifier les attributions des départements, clarifier et renforcer les attributions des régions stratèges. Le maintien d'importantes compétences aux départements s'est accompagné de la part du Sénat d'une volonté de clarifier les compétences stratégiques en matière de développement économique, d'aménagement du territoire et aussi d'emploi-formation. Sur ces 2 points, 2 principes ont guidé les travaux de la commission des lois du Sénat en seconde lecture. D'une part, respecter les équilibres qui avaient été adoptés par la loi MAPTAM. C'est extrêmement important. Respecter tous les équilibres sauvegardés dans la loi MAPTAM, et notamment la partition des rôles dans le couple région-métropole dans le champ du développement économique. D'autre part, et les 70 heures de débat que M. Hyest a courageusement assumées sont là, pleinement assumées, je le dis, vous voyez, je le dis, sont là pour le dire. Le Sénat a insisté pour que le SRAT et le SRDEI soient bien le résultat d'une procédure de coélaboration. Et cette notion de coélaboration, même si l'Assemblée nationale et le gouvernement en ont simplifié pertinemment l'énoncé, est très importante. Sur la compétence des aides aux entreprises à l'article 3, les 2 chambres convergent globalement vers un dispositif qui vise utilement à donner une responsabilité prépondérante en la matière à la région, comme le rappelait le rapport Keran-Jurgensen de Maël. Sur la question de l'emploi, le Sénat, en première lecture, avait attribué aux régions une compétence en matière de service public de l'emploi. La Commission salue les évolutions opérées par l'Assemblée nationale sur proposition de la rapporteure pour avis Monique Iborra. Néanmoins, elle a rétabli l'ambition décentralisatrice retenue par le Sénat en première lecture en matière d'emploi. Elle a également adopté, sous réserve d'amendements de précision, le dispositif introduit par l'Assemblée nationale, article 3 ter, visant à confier à la région la compétence de coordonner sur son territoire les acteurs du service public de l'emploi. Enfin, tout en conservant la suppression de la clause de compétence générale, la commission des lois a supprimé les ajouts de l'Assemblée nationale en matière de pouvoir réglementaire des régions en raison des difficultés constitutionnelles et juridiques fortes qu'ils soulevaient. Cher Jean-Jacques Hyest, en latin, tandem veut dire enfin. J'ai été heureux et fier que le guidon soit tenu par le président Hyest, car, comme pour la loi MAPTAM, nous étions d'accord sur la destination. Redonner au Sénat le premier mot en matière de représentation constitutionnelle des collectivités territoriales, clarifier les compétences des régions et des départements, renforcer l'intercommunalité en privilégiant l'incitation contractuelle plutôt que la norme unilatérale et rigide, et regretter la désynchronisation entre le débat sur la poursuite de la décentralisation et celui sur la déconcentration. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le rapporteur de la commission des lois. La parole est à monsieur Jean-Jacques Hyest, co-rapporteur de la commission des lois. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il faut reconnaître que les collectivités locales sont quand même mises à rude épreuve. D'abord, elles sont touchées par une baisse sévère de leur dotation et, bien entendu, comme depuis 20 ans,
On a fait disparaître leur autonomie fiscale, qui se réduit à pas grand-chose pour les régions, pas grand-chose pour les départements, un petit peu plus pour les communes. Eh bien oui, quand on n'a que des dotations, ben c'est quand même, ça n'existait pas, je suis désolé, dans les années 80. Et tout ça pour des bonnes raisons. On a supprimé la vignette pour les départements, parfait. On a supprimé la part salaire, ça a commencé de la taxe professionnelle, puis on a un espèce de truc dont on ne sait pas de toute façon ce qui vous tombe dans la poche chaque année. La fameuse CVAE. Non, c'est ce que je l'ai dit, monsieur, je l'ai dit, mais vous n'avez pas bien écouté. Alors maintenant, ils subissent des projets de réforme institutionnelle. On veut installer au pas de charge, sans tenir compte de la réalité des territoires et du sentiment d'abandon des territoires ruraux et périurbains, de nouvelles intercommunalités vastes, parce que ça fait bien. Si ce quatrième projet de loi depuis 2012 a cependant une utilité, et René Vandierendonck l'a dit, c'est de clarifier les compétences de chacune d'entre elles. Enfin. Eh oui, Jean-Pierre Raffarin avait essayé. Ça n'avait pas donné de bons résultats, puisque chacun avait voulu garder tout. Aujourd'hui, parce qu'il y a moins de moyens, peut-être pourra-t-on espérer que les compétences soient vraiment clarifiées pour chaque collectivité. Alors, c'est plus important, à mon avis, que de vouloir à tout prix en supprimer les collectivités. Vieille idée, faisant fi de l'histoire de notre pays et de la volonté évidente des élus locaux de mieux mutualiser les politiques publiques. Vous avez raison, Madame la Ministre, les élus locaux ne sont pas sans vouloir faire avancer les choses, mais peut-être pas comme on leur propose. Je n'y reviendrai pas. Mon excellent co-rapporteur, René Vandierendonck, que je salue parce qu'il a plus travaillé que moi. Moi, vous savez, je ne travaille pas beaucoup, moi. Par définition, c'est pas... Non, pas du tout, pas du tout. Mais nous sommes en accord sur la conception que nous avons des collectivités locales. Et je crois que l'un comme l'autre, nous avons une expérience longue de faire vivre des collectivités locales et de ne pas théoriser, mais de vivre quotidiennement les réalités des collectivités locales. Et je crois qu'il est bon que le Sénat, par tous ceux qui représentent nos collectivités, puissent donner leur avis et surtout faire part de leur expérience au quotidien. René Vandierendonck a dit ce qui concernait les compétences essentielles des régions et des départements, et j'insisterai à mon tour quand même sur une étape essentielle de la décentralisation en matière d'accompagnement vers l'emploi. Ce n'est pas rendre service aux demandeurs d'emploi que de déconnecter le développement économique, la formation professionnelle et l'emploi ou l'enseignement supérieur. Ça n'est pas possible et ça n'est pas tenable. On ne peut que regretter, je le dis, ça commence, la timidité de l'Assemblée nationale sur ce sujet, mais il y a peut-être des marges de progression. Et au moins, ça aurait un aspect de troisième étape de la décentralisation. Le reste, c'est simplement l'organisation des territoires. J'en viens au volet communal et intercommunal. Nous devons réaffirmer, mais vous l'avez fait, Madame la Ministre, que pour nous, la commune doit demeurer la cellule de base de la démocratie locale et qu'elle est plus que jamais indispensable si l'on ne veut pas distendre un peu plus le lien social et sacrifier d'immenses pans de notre territoire. On peut toujours faire l'éloge des élus locaux, comme ça, de loin, mais c'est eux qui font vivre la démocratie locale. Et s'ils n'étaient pas là, vous ne croyez pas qu'il y aurait encore plus de choses compliquées ? Comme le Sénat l'a exprimé à plusieurs reprises, et je vous renvoie volontiers au rapport Raffarin-Cratagé, parce qu'on oublie un petit peu ce qu'on avait déjà fait, mais aussi au rapport Belot. Tout ça, c'était dans la même continuité. D'ailleurs, vous les citiez souvent, Madame la Ministre. Je ne suis pas sûr que vous ayez tout lu.
oui, mais tout retenu, non. Nous rejetons comme funeste l'idée de supracommunalité et tous ses avatars en matière de représentation, comme l'a envisagé l'Assemblée nationale. Nous n'en voulons pas. La loi votée par le Parlement sur les communes nouvelles, et il faut rappeler quand même, dans les temps plus anciens, l'échec de la loi Marcellin, qui avait fait une tentative, devrait permettre des regroupements volontaires de communes, mais ça ne sera jamais la panacée. Et d'ailleurs, on fera bientôt le bilan, puisque on verra combien de communes nouvelles ont été créées dans 2, 3 ans, 5 ans. Parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus pour faire des bilans. Et il ne faut pas changer la loi avant qu'elle soit votée quand même, parce que ça arrive parfois. Quoi qu'il en soit, le texte que vous propose la Commission des lois sur ce sujet, qui a fait l'objet de tant de réformes, menées généralement dans des temps assez longs, je ne vais pas rappeler toutes les lois sur l'intercommunalité que nous avons votées, réaffirme le principe de l'intercommunalité, regroupement de communes indispensable pour exercer certaines compétences, ces communes ayant conscience de regrouper leurs forces pour une meilleure efficacité de leur action et en l'espérant, mais ce n'est pas prouvé jusqu'à présent, quelques économies. Ah oui, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'économie. Bon. En relisant les débats autour de la loi de 2010, moi j'aime bien relire ce qui s'est passé. Si critiqué par certains, et si certains insistent trop, je leur ferai des citations. Notamment en ce qui concerne le seuil des intercommunalités, mais aussi le rôle des préfets, les compétences obligatoires. Il faut avouer que notre loi de 2010 paraît presque timide et rétrospectivement équilibrée et a permis, après d'autres, une avancée considérable en matière d'intercommunalité. Le seuil de 5 000 habitants, retenu alors, a vu tout le territoire couvert par 2134 intercommunalités. Ça n'était pas le cas. Il y avait des secteurs entiers où il n'y avait aucune intercommunalité. À peine 2 ans après la création des plus récentes, voilà qu'on entend diviser le nombre par 2. Alors par 2, parce que c'est exactement ça. Pourquoi? On n'en sait rien. Parce qu'il n'y a pas d'étude d'impact sérieuse sur ce que l'on en attend. Si l'idée était de confier aux intercommunalités certaines attributions des départements à l'origine, en les délestant, les départements, enfin quand je dis délester, en les délestant des collèges et des routes au profit de la région, oublions cet épisode, puisqu'on l'a oublié. Sinon, écoutez, il aurait fallu rétablir les conseils d'arrondissement, au moins, parce qu'autrement, ça ne marchait pas. Nous voyons que la proximité doit demeurer le maître mot de cette architecture territoriale, et l'Assemblée nationale, et mes collègues du groupe socialiste l'ont bien compris, en déposant un amendement qui baisse le seuil. L'Assemblée nationale a dû établir des dérogations multiples, qui certes peuvent convenir à quelques départements hyper ruraux. Il n'est pas là, c'est dommage. Selon l'expression, parce que c'était, vous lui direz, de notre collègue Alain Bertrand, mais certainement pas, notamment, aux secteurs ruraux des départements ayant une métropole et une vaste zone rurale, ou une partie fortement urbanisée, le reste en zone rurale. Non, ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi la Commission... non, parce que là, on ne baisse plus le seuil, on prend la totalité du territoire. Je vous expliquerai le moment venu, Madame Gourault. C'est pourquoi la Commission, comme en première lecture, vous propose de maintenir en l'état le seuil de 5 000 habitants, en tenant compte, bien entendu, des communes de montagne. Ça va? Bon. Et les îles. Ah, c'est important aussi. Vous le faites aussi. Oui, oui. Les îles. Ah oui, on ne va pas rattacher une partie au continent. Non, l'île de Sein, l'île de Ré, l'île de... etc. Sur les compétences, cessons de charger les communautés de compétences obligatoires, même si nous vous proposons de progresser dans ce domaine. Je pense notamment aux déchets,
qui aujourd'hui ne peuvent pas être réglées dans le cadre d'une commune. Mais de nombreux problèmes vont se poser, vous le savez très bien, Madame la Ministre, pour la question de l'eau et de l'assainissement. Laissons mûrir les choses. S'il y a volonté, ça peut se faire. C'est des compétences optionnelles. Mais cessons de mettre tout ça dans les compétences obligatoires, ça va foutre un bazar terrible. Là aussi, je pourrais vous donner des exemples. Grâce aux nombreux contacts que nous avons eus avec les élus locaux, et pas seulement ceux qui s'expriment en leur nom. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Nous avons ressenti une... Comment? Non, mais... Non, mais... Oui, mais c'est pas tellement cette association qui regroupe toutes les communes de France que je mets en doute. Mais c'est des sous-filiales. Nous avons ressenti une profonde inquiétude sur une réforme dont ils ne comprennent, je vous l'assure, ni la pertinence, ni surtout le tempo infernal. Chacun sait que la réussite d'une politique, surtout vis-à-vis des élus locaux, passe plus par la conviction que l'autorité imposée. Et nous l'avons vu dans la précédente réforme de 2010, c'est comme ça que ça a marché. Les mariages forcés ne sont jamais une bonne solution. Voilà, vous avez donc pu suivre la discussion générale sur la loi NOTRe. Ce projet de loi est le troisième volet de la réforme des territoires voulue par le gouvernement. Tout de suite, c'est Preuve par 3, votre émission politique. Michel Grossior et Perrine Tarnaud reçoivent Virginie Calmel. Elle est tête de liste UMP en Aquitaine pour les élections régionales. L'optimisation fiscale est le sport auquel se livrent toutes les grandes entreprises dignes de ce nom. Si on a construit l'espace économique européen, c'est pour permettre aux entreprises de s'installer là où elles ont envie de s'installer pour toutes sortes de raisons, et notamment pour des raisons fiscales. En toute légalité, elles arrivent à diminuer leurs impôts de façon substantielle, aggravant ainsi les déficits publics de leurs États respectifs. Quand les entreprises jouent à cache-cache, samedi à 15h15 sur Public Sénat.